Bien. Eh bien, écoutez, bonjour, bienvenue pour ce deuxième épisode de notre deuxième saison des Meetups de DevOps. Avant de commencer, je voudrais vous signaler qu'on a publié, c'est lundi, je crois, Oui. notre dernier podcast avec Sébastien Pertus de Microsoft, qui nous a présenté son framework de synchronisation de bases de données relationnelles hétérogènes, .memesync. Donc qui permet de pouvoir faire de la synchronisation de données entre une base SQL, une base SQLite, ce genre de choses, MySQL. On a passé une petite heure avec lui. Il n'y a pas eu de démo, mais il nous a bien parlé en détail sur tout ce qu'il avait fait avec ce framework. Et Donc je comme sais pas. Oui, il n'y a pas vas-y. eu de démo, ça fait justement, depuis très longtemps, vous avez l'occasion de ne faire que écouter le podcast si vous êtes en voiture, parce qu'on nous fait parfois la remarque, on n'a pas l'écran, on ne sait pas voir ce qui est marqué, etc. Donc là, plus d'excuses, soit de vous regarder nos têtes si vous avez envie, soit de vous l'écouter simplement en voiture. Peut-être ça marche pas alors son truc. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu faire de démo. Putain, demain je vous fais un podcast sur un truc. Gros pas de code. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui l'ont déjà testé, utilisé. Non? Non. Bon. Donc, avant de passer la main à Jérémy qui va nous parler du SDK de Fitbit, on va faire une petite revue d'actualité de ce qui s'est passé pendant la semaine, pendant les 8 jours depuis mardi dernier. Donc, côté développement, moi, ce que j'ai noté, vous ajouterez d'autres informations si vous en avez eu d'autres. La sortie de Visual Studio Code 1.49, on a le droit tous les mois à une nouvelle version de Visual Studio Code qui s'affine au fur et à mesure, donc qui est vraiment très mature. Personnellement, je l'utilise énormément. J'ai sucré Notepad++ pour le remplacer par Visual Studio Code, et maintenant, dès que je veux voir un fichier ou le contenu d'un fichier ou ce genre de choses, j'utilise Visual Studio Code. Mais bon, ça sert aussi pour tout ce qui est développement très rapide. Là, je me suis amusé à faire de l'Azure Function et ça marche bien à l'intérieur. Donc, parmi les nouveautés, il y a le support de TypeScript 4. Il y a la mise en forme du code, uniquement du code qui a été ajouté. Donc, vous avez un code que vous ouvrez, vous ajoutez quelques lignes de code et vous demandez à formater uniquement ce qui a été rajouté, ce qui peut être pratique. On a de l'IntelliSense qui a été optimisé. Donc, si vous avez des gros projets, il va faire un chargement partiel de ce qu'il a besoin pour l'IntelliSense en fonction de là où vous êtes. Et au fur et à mesure, il chargera le reste. Donc voilà pour Visual Studio Code, à moins que vous ayez d'autres éléments à rajouter dessus. Non, bon, on va passer à la suite. Ensuite, dans Visual Studio, je ne sais pas si vous avez vu, il y a la possibilité d'activer une nouvelle, ce qu'ils appellent la Git Experience, donc une nouvelle façon d'accéder à Git dans Visual Studio. Donc pour activer cette nouvelle expérience, il faut aller dans les outils options. Vous allez dans Environnement. Et puis après, vous avez l'onglet Preview Feature, enfin le menu Preview Feature, ou Fonctionnalité en préversion en français. Et là, vous avez juste un truc à cocher, New Git Experience. Et vous avez donc une nouvelle expérience pour travailler avec Git, qui est plus épurée, je trouve. Au début, on est moi j'étais un petit peu perdu, parce que surtout, je ne connais pas trop Git. Mais bon, a priori, ce sera à terme, ce sera comme ça qu'on utilisera Git à l'intérieur de Visual Studio. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, vous, de votre côté, cette nouvelle expérience. J'ai rien compris, alors j'ai remis l'ancien. D'accord. Non, mais moi, je ne sais pas s'il y en avait une autre. J'ai utilisé depuis quelques semaines, c'est ça que je suis en train de regarder sur les écrans, si c'est bien celle-là. C'est celle où on a le choix en haut d'une liste déroulante, un combo box avec la liste de toutes les branches, c'est ça, hein? C'est ça, hein? Ouais, moi je trouve, moi perso, cette expérience-là, je trouve qu'elle est plus cool, mieux qu'avant. Elle est plus rapide. Enfin, j'aime bien. Bon. Je suis peut-être le seul, mais j'aime bien. Je pense que, vu comme ils sont partis, je pense qu'on l'aura à terme pour tout le monde, quoi. Ouais.
Ce que je ne sais pas, c'est s'ils utilisent toujours, parce qu'un des problèmes qu'il y avait avant, j'ai pas été regarder la release note à ce niveau-là, un des problèmes de l'expérience Git qui existait avant, c'est qu'ils avaient, ils avaient racheté, ils s'étaient branchés sur, c'était quoi, Git SCM, je pense, un projet open source, qui a une bibliothèque, donc contrairement, oui c'est ça, Git SCM, contrairement aux autres composants qu'on retrouve dans d'autres éditeurs, le Git souvent c'est des lignes de commande qui sont exécutées simplement et on peut même voir passer les lignes de commande. Ici dans Visual Studio on ne savait pas faire ça. Et je me demande s'ils n'ont pas fait en partie ça pour cette raison-là, c'est pour utiliser maintenant ça en ligne de commande et donc de voir vraiment passer les commandes Git en background, quoi. Et ça c'est plus cool parce que ça permet déjà de comparer avec d'autres, voire de les exécuter à la main ou de les modifier. Ouais, je sais pas si on peut activer la console Git à l'intérieur. Ben, il me semble que j'avais vu passer une console Git là où il y a les outputs, etc. Là. Dans la console output, il me semble que j'avais vu passer un Git. Bah, il y a la sortie de Git. Il y a Source Control Git dans Output, dans l'onglet. Ouais, mais c'est pas interactif. Tu peux pas lancer une commande Git à l'intérieur. Non, ça tu peux pas les lancer, mais au moins tu devrais les voir passer, quoi. Si je fais un Ouais. fetch, non, sur mon projet, je suppose que je devrais le voir passer dedans. Où est-ce qu'il est? Il a disparu. Oui, mais moi je l'ai fait là, il y a pas longtemps. Ouais, c'est ça. On fait un fetching, donc on voit les commandes passer. Non, on voit pas encore la commande proprement parlée, on voit le résultat des commandes. Ce qui est déjà mieux qu'avant, parce qu'avant c'était juste une bibliothèque, donc tout était transparent. Quand tu avais un bug, tu savais pas où c'était, quoi. Ouais. Là, on le voit passer dans le output Git. Ok. C'est déjà mieux. Tenez, il y a un petit lien que je vous mets, je crois que c'est pas tout à fait récent puisque ça date de mars, mais c'est un peu ce que l'on parlait. Il y a une vidéo qui a été publiée, c'est comme ça que je l'ai vue. Il y a une vidéo qui a été publiée sur Channel 9, je vous l'ai marqué, qui dure 24 minutes et qui permet de voir un petit peu quelles sont les nouveautés. Alors, hop, je vais vous le mettre aussi. Voilà. Ensuite, avec l'outil préféré de Christophe, c'est-à-dire Teams, on a maintenant, avant on avait l'intégration de Azure DevOps, maintenant on a également l'intégration de GitHub, donc qui va permettre d'avoir les notifications à l'intérieur de Teams, dans les différents endroits de Teams. Pour GitHub. Mais pas ça avant? Je pensais qu'on avait déjà ça, moi. Bah, je sais pas. Non, c'est tout nouveau. Ok. J'ai passé 1 heure ce matin avec le PM, un dev et un designer de GitHub, parce que chez nous, ça marche pas. Vous arrivez vraiment bien à vendre des qui trucs. marche pas. L'histoire d'un PM, d'un dev et d'un utilisateur qui sont... Non, mais c'est bien, c'est super bien, mais il y a des trucs qui marchent pas et c'est pas clair pourquoi. Ils n'ont pas trouvé. Ah ouais. Attends, c'est du Git? Non, mais c'est pas que du Git, c'est de l'URL. En fait, ce qui marche pas, c'est l'URL unfolding. Et en fait, c'est quand tu copies une URL qui te met une preview, par exemple, d'une issue sur GitHub. Ça marche pas chez nous. Ah ouais. Et impossible de trouver pourquoi, en fait. Ah ouais. Et il t'a répondu quoi? Il t'a dit on a troubleshooté pendant 1 heure, on a fait du fiddler, on était dans le browser à regarder les requests, mais il y a des requests qui partent pas. Et il y a des requests invoke qui doivent partir du client et qui partent pas, on ne sait pas pourquoi. Il t'a dit utiliser Azure DevOps. Je sais pas comment tu sais ça, mais effectivement, il m'a montré l'intégration d'Azure DevOps. J'ai dit ouais, mais nous on utilise Jira et GitHub. Quoi, donc, Et là, il est raccroché. Non, super. Franchement, au niveau discussion, c'était vraiment super. Mais bon, finalement, ça marche toujours pas, quoi. Ouais. Ces Américains. Dans le prochain épisode. En fait, c'était des Indiens, là. Hein. Thank you for your feedback. Bien, ensuite, il y a 3 jours, il y a eu la sortie de .NET 5, RC1, avec aussi Entity Framework 5, mon outil préféré.
Donc .NET 5 qui continue à se peaufiner. Je crois que normalement la version finale devrait arriver d'ici 2 mois. Quoi. Il target novembre, je crois. Ouais, c'est ça, c'est novembre, confirmé. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont déjà commencé à passer leur projet sur .NET 5? Ouais. Ouais, On est en train de passer à .NET Core 3.1 là. Ouais, J'ai hâte que .NET 5 RC2 sorte. Je déconne pas. Non, je t'assure, il y a des trucs. Alors, mais nous, on va passer. Il y a des nouveaux projets qui sont en train d'être faits en .NET 5 parce qu'on se dit le temps que le projet soit fini, la version sera sortie. Et on est en train de réfléchir, avant la sortie officielle, de déjà commencer à migrer une partie des projets pour que quand .NET 5 sorte, ça marche pas. On attend que Christophe règle les derniers bugs et puis c'est bon. Putain, j'en peux plus. Ensuite, est-ce qu'il y a ClickOnce dedans? ils n'en parlent pas dans l'annonce. Hein. Ah bah non, tu m'avais dit qu'avec ClickOnce la dernière fois. Ah ouais, tu l'avais vendu. Hein. Oui. La dernière fois, ils en parlaient. Là, ils n'en parlent pas du tout. Ils parlent de l'intégration de C# 9, ce genre de choses. Mais il n'y a rien concernant ClickOnce. Donc, c'est très proche de la preview 8, quoi. Ensuite, un petit outil qui est sorti pour les Developer Tools sous Edge, qui s'appelle le Source Order Viewer, donc qui permet de voir à l'intérieur d'une page web les différents ordres des différents contrôles qui sont à l'intérieur de votre page. Donc ça, c'est surtout pour l'accessibilité. Vous vous souvenez que l'année dernière, on avait eu un meet-up où on avait présenté tout ce qui était les problèmes d'accessibilité. Et donc ça, c'est un outil qui permet à l'intérieur de votre page web de bien visualiser quel est l'ordre des différents contrôles. Donc, alors, je ne sais pas si ça existe sous Chrome, si c'est vraiment spécifique aux DevTools de Edge. Mais, il y a un plugin pour ça. Un très bon plugin pour ça, mais je vais l'utiliser. Il y a un plugin Microsoft qui s'appelle Insight, qui est très sympa. Donc voilà. Alors, il y a une chose que j'ai vue alors moi je suis sur la version Canary de Edge. Alors, je ne sais pas si c'est dans la version officielle il est présent, mais on a l'émulateur Surface Duo à l'intérieur. Il est sorti sur oui effectivement Canary, mais je crois que c'est aujourd'hui ou ce matin où on l'a. J'ai cru voir qu'on l'avait en dev. Ouais, mais je suis absolument. J'ai pas été vérifié, mais j'ai cru voir. Bon, moi je l'ai testé vite fait là justement sur outlook.com. C'est toujours en preview, quoi. Là sur Edge Canary, mise à jour tout à l'heure, non, t'as le Surface Duo, mais t'as pas les doubles écrans. Si, il faut l'activer à un autre endroit. Ah, d'accord. Donc j'imagine il y a un flag à mettre quelque part. Non, une fois que tu as mis une fois que tu l'as activé, le Surface Duo, tu as attends, je sais plus comment on fait. Tu choisis en haut donc que tu veux un Surface Duo et tu as une petite icône qui apparaît. Je vais te montrer. Ajouter les pixels. Partager. Pareil. Capture écran. Alors, à mon avis, il est bien caché si j'ai une petite icône sur la dernière version. Non, c'est en haut à droite. Ça y est, je sais plus où on fait pour partir. Si, c'est là. Voilà. Tu l'as ici. Ah bah, il n'est pas sur Dev encore. Pourtant, il s'est mis à jour tout à l'heure, tu vois. Ok, super. Donc, et tu n'as pas du tout retesté avec les Media Query? Tu n'as rien fait? Tu n'as pas essayé? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pour l'instant, je n'ai pas passé de temps sur... Après, le nombre de personnes qui auront un Surface Duo. Voilà, c'est ça, ouais. Donc, pour l'instant, je laisse tomber, quoi. Ouais. Il y a la sortie d'Android 11. Bon. Voilà. Ouais. Mais il n'est pas encore sorti, si? Il est en cours de sortie. Oui, il est en cours de sortie. Ils sont dans la version finale déjà, là. Dispo. Il me semble, hein, moi d'après ce que j'ai cru comprendre, il sera installé d'office sur le Pixel 5, mais il y a déjà un certain nombre c'est limité, mais il y a un certain nombre
de téléphones qui peuvent être mis à jour. Déjà la version finale, je pensais que tu en es toujours en version pré-finale, quoi. Release candidate. Ouais. Et bon, la bonne nouvelle, parce que moi j'ai un Samsung, mais les Samsung, ils sont en train de mettre à jour leur nouvel OS et ils partiront sur Android 11. Et du coup, tu vas parler d'iOS qui... Oui, on va en parler, une seconde. Après, il y avait, c'était dans le Slack, on nous avait signalé une page sur développé.com concernant les langages les plus lucratifs. Donc ça m'amusait un petit peu ce genre de statistiques. C'est version française ou version américaine? Alors justement, je pense que c'est la version américaine des sondages qui ont été faits, et on a Objective-C, Golang, PowerShell, VBA et Kotlin qui arrivent en tête, et VBNet. C'est des choses que les gens ne veulent plus faire, et du coup ça coûte cher pour les faire, quoi. Ouais, et COBOL. Il n'y a pas COBOL? Non, mais tu as C++ qui arrive en 12e position et C qui arrive en 15e position. Et ce qu'il y a de drôle, c'est qu'un peu plus tard, il y a eu une nouvelle enquête de TIOB qui donne les langages les plus populaires. Ah ouais. Et alors là, j'étais assez surpris, puisque au niveau des langages, l'ordre, je vous le donne, on a C, Java, Python, C++, C#, VB, JavaScript, qui arrive seulement en 7e position. Il faut voir ce qu'on appelle populaire aussi, hein, parce que c'est le langage qu'on veut faire, ou c'est le langage qu'on utilise, ceux qui sont les plus recherchés, enfin les plus utilisés, je ne sais pas. C'est quoi populaire? Je crois qu'il y a une combinaison de ce qui est vu sur Stack Overflow, sur les requêtes dans Google, etc. C'est un mix un petit peu de tout ça, quoi. Donc, c'est assez bizarre comme ordre. Enfin, ça peut être un peu bossé, parce que si on prend en compte les recherches, le nombre de résultats de recherche dans Google, sachant que C++ est quand même bien plus vieux que le Go, que Golang, ça peut être assez flagrant comme différence. Ouais. Bon, moi je trouve que de toute façon tous ces statistiques, tous ces sondages, c'est un peu du flan, quoi, parce que on peut dire ce qu'on veut. Après il y a systématiquement là sur développé.com, ils font référence à leurs statistiques, eux, de leur popularité des langages dans les offres d'emploi qu'ils ont sur leur site. Et donc, ils ont quand même 20 000 offres d'emploi qui ont été postées en 2019. Et là, on voit qu'il y a Java donc là, c'est bien pour les Français, quoi. Désolé pour les Québécois, ou les Suisses, ou les Belges. Mais on a Java qui arrive en tête avec presque 25%, suivi par JavaScript, PHP, C#, Python, C++, etc. Mais c'est Java qui arrive largement en tête, puisque 25%, alors que JavaScript n'est qu'à 13%, quoi. Ouais, mais Java, c'est toutes les écoles. En France, ils font que du Java. C'est débile. Donc, forcément, si tu as autant d'étudiants qui font des recherches ou des trucs là-dessus. Mais là, c'est les offres d'emploi. Hein. Aussi, hein. Là, c'est les offres d'emploi. Donc, c'est. Parce que ce sont des anciens étudiants. Est-ce qu'il y a d'autres métriques comme le type de projet ou type de. Enfin, la taille des boîtes et tout ça pour contraster un peu. J'ai pas été voir plus que ça. Après, il y a l'évolution. Non, l'évolution dans le langage. C'est sûr qu'en termes de quantité, tout ce qui est web, il y en a beaucoup plus que des applications métiers. Donc, ouais. Bien, donc ça, c'est tout ce que j'avais côté nouveauté, développement. Est-ce que vous aviez d'autres choses que vous aviez remarquées? Moi, j'avais une actualité qui n'est pas dev à proprement parler, mais que j'ai trouvé sympa et qui fait intervenir un de nos consultants, là, qui est Christophe. C'est que cette semaine-ci, ils ont sorti un lifestyle que je trouve vachement intéressant, un peu différent des aspects actualité ou autres classiques. C'est sur la souveraineté numérique.
Et donc, si vous avez envie d'avoir quelques infos là-dessus, je trouve ça... C'est une discussion qu'ils ont eue. Enfin, Christophe peut-être en dire un mot un peu plus en détail, mais... Donc, c'est vachement intéressant comme discussion. Et J'ai pas encore écouté. Mais... Ah, bah, t'étais pas là? Ouais, c'est sur la souveraineté numérique et c'est vrai que je me suis un peu renseigné là-dessus et c'est super intéressant en effet. Donc, on a discuté là-dessus. Je ne savais pas ce que ça voulait dire en fait. Qu'est-ce que l'on entendait par souveraineté numérique? Donc, on discute de ça et franchement, allez faire un tour. Il n'y a aucun baratin, il n'y a aucun truc qui est faux qui est dit. Écoutez, si vous ne connaissez pas, vous allez être intéressé. Le lien, je ne sais pas où on pourra le mettre dans le Slack, là, mais ouais, donc en fait, c'est un peu parallèle à ce qu'on a l'habitude d'écouter sur Lifetime. Donc, voilà. Moi, j'ai un truc aussi à parler là, en nouveauté que tu n'as pas assez étoffé, Richard. C'est les nouveautés qui sortent avec Visual Studio 2019 version 16.8 Preview 3. Alors, comme nouveauté maintenant, en fait, il y a un truc qui sont vraiment, vraiment chouettes. C'est qu'on ne peut plus exécuter d'applications Blazor WebAssembly ou applications serveur. Donc, ils ont décidé qu'on ne pouvait plus rien lancer. Mais par chance, si vous avez une application WebAssembly, une ancienne, tout de suite, elle va planter. Vous devez passer quand même mettre à jour vos paquets nuggets, ce qui ne se trouve plus d'ailleurs, ce qui ne trouve plus les paquets nuggets non plus. Donc tant qu'à faire, soyons fous. Donc il faut les mettre à la main dans le CS Prod. Donc l'erreur que vous avez, c'est un truc qui est nullable, tout ça qui marche pas. Donc par chance, Daniel Ross il s'en est rendu compte. Donc il a mis un post sur une issue sur GitHub. Et donc il faut qu'il ait un process qui va apparaître qui s'appelle le .NET Host. Donc vous le killez et effectivement votre projet fonctionne. Sauf que faut vous arrêter le code pour aller modifier votre travail, enfin l'exécution pour modifier votre. Donc vous pouvez vous relancer F5. Vous avez toujours l'erreur nullable, je sais plus quoi. Mais là, il n'y a plus le process .NET Host, donc vous ne pouvez plus le killer, donc vous ne pouvez plus réparer. Donc l'idée, c'est que vous fermez Visual Studio, vous réouvrez Visual Studio, vous relancez votre projet, vous faites une modification de votre code, etc., 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 etc. Putain, il n'y a que des bugs. En fait, on ne peut plus bosser vraiment. Donc, T'es courageux, Christophe. Alors en fait, ça te force à travailler. Hein, il faut travailler sans bug. Voilà, non, mais c'est même pas. Tu peux même. Mon code n'a pas de bug parce que je travaille bien. Moi, j'ai pas de test unitaire. Et du coup, tester. C'est douter. Et du coup, ils ont alors une collaboratrice ou quelqu'un qui travaille je sais pas quoi dans les machins, ils vont corriger ça dans .NET 5 release candidate 2, d'où je vous disais tout à l'heure, vivement qu'elle sorte. Donc maintenant, je suis en train de croiser les doigts que sur Facebook, j'avais au moins migré sur la preview 2.1 de Visual Studio et pas la 3. Et ce qui est vraiment con. Tu peux pas installer en parallèle la preview avec ta version normale? On peut avoir qu'une preview à la fois. Ouais, mais la version normale, est-ce qu'elle me permet de travailler en .NET 5? Non, ça c'est confirmé. J'ai essayé. D'accord. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on ne puisse pas revenir sur la preview 2.1. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Tu peux pas revenir sur une preview précédente? Celui qui trouve le truc, franchement, j'envoie des bisous. Hein. On va pas chercher. Hein. Ou alors, envoyer. Voilà. Mais bon, en fait, j'ai quand même deux amis que je vais nommer ACDV qui m'avaient bien prévenu de jamais mettre à jour si tu es pas loin d'une session. Jamais, jamais, jamais. Mais c'est comme un gosse devant une vitrine avec des jouets. Moi, je suis là, je bats, elle est prête. J'ai cliqué comme un con. Parce qu'il n'a pas dit, mais Christophe... encore ce matin et j'ai cliqué, je teste, puis après je fais CTRL-Z, comme putain, fais chier. Mais non, Christophe fait une présentation mercredi prochain, je crois, c'est ça hein? Ouais, c'est ça, ouais. Donc tout le monde vient voir sa présentation. La preview de Visual Studio, elle marche pas side by side avec la release qui marche? Si, mais tu as la version 2019 classique et ou la preview. Tu peux pas avoir deux previews en parallèle. Voilà. Ah, c'est une seule preview. Ok. Ouais, quand même. Ça serait trop fort qu'on puisse avoir plusieurs previews en parallèle. Quoique, il faut bien. Non, mais franchement, ce qui m'énerve, c'est ça. Mais putain, ils testent pas. Dans les 30 secondes, j'ai vu le problème. Quoi. Dans les 30 secondes. Non, mais moi, il y a quelqu'un que je connais bien qui m'avait dit qu'il faut toujours attendre la 3e version d'un produit pour que ça marche. Donc, il faut attendre Blazor 3. Quoi. Mais c'est pas ça. Message des vieux, ça. C'est pas ça le problème. C'est que là, du coup, ils vont mettre à jour je sais pas quand. Et en fait, tu te dis, mais ok, mais je vais avoir quoi d'autre comme problème, quoi. Sinon, tu peux pas bosser. Je peux pas faire du Blazor 5 en .NET 5. Donc, c'est un peu emmerdant, ça. À la rigueur, on devrait avoir plusieurs canaux de diffusion de Visual Studio.
comme on le fait avec Edge. On devrait avoir la version, on n'a pas testé les gars, on ne sait pas. Et puis la version, bon, on a quand même un peu ouvert 2-3 projets, quoi. Et ça, c'est con, quoi. Là, du coup, je m'interroge sur la réactivité, quoi. Ouais. Je pense qu'ils publieront la RC2 début octobre parce que la Go Live, c'est en novembre. Du coup, ils vont pas. Je pense qu'ils se. Sauf que là, les projets sont bloqués. J'espère qu'ils vont aller plus vite. Ah, ouais. S'ils font ça plus vite, ouais. Juste pour comprendre, t'es bloqué à quel niveau? Parce que moi, j'ai migré une application en Blazor 5 RC1, là, et j'ai pas de problème pour la lancer. Alors, tu fais quoi pour la lancer? Parce que, moi, je lance jamais avec un débugger. Alors, c'est peut-être ça. C'est juste le débugger qui est bloqué. Moi, je fais CTRL F5 tout le temps et ça marche très très bien. Là. Je viens d'en créer une nouvelle et ça marche. Là. Écoute, on se colle en privé et tu me montres. Hein. Parce que là, franchement, si tu veux, on peut faire ça après. Toute solution, il faut que ça marche. Moi. Bien, on va passer à la suite. Donc là, c'est la partie actualité, j'allais dire tech, qui ne sont pas développeurs. Hier soir, il y a eu l'Apple Keynote avec la présentation de l'iPad 8, l'iPad Air 2020, Apple One, donc l'abonnement tout en un, qui fait largement grogner Spotify. Donc, je trouve qu'ils sont un petit peu gonflés de sortir cet abonnement au moment où ils sont vraiment dans le viseur de l'actualité par rapport à leur position dominante. C'est quoi Apple One? Apple One, c'est tous leurs services qui sont regroupés tous leurs services qui sont regroupés en un seul. Ah ouais, ok. Donc, tu as la musique, tu as la télé, tu as tout ce genre de choses, quoi. La sortie d'iOS 14. Là aussi, qui fait grogner les développeurs parce que normalement, ils auraient dû être prévenus au moins une semaine à l'avance, comme quoi ça allait sortir, et là, ils l'ont sorti un peu trop rapidement à leur goût. Et la dernière chose, c'est la sortie des Apple Watch Série 6 et SE, à la modeste somme de 430 € et 320 €. Alors, je me suis fait je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, pour une montre, justement, on va parler de Fitbit après, qui propose des montres et des bracelets connectés à des prix bien inférieurs. Si on prend une Apple Watch Série 6, là, on a 430 €, sachant qu'au bout de 3 ans, vous allez avoir la batterie qui va être à peu près naze, qui va tenir quelques heures au lieu d'une journée minimale. Ça vous fait du 12 € par mois au niveau abonnement. C'est juste à mettre en perspective. Deuxième nouveauté, le rachat de ARM par Nvidia. Ça, a priori, ça a été conclu pour 40 milliards de dollars. Ça a été conclu? Je crois, oui. Pas ce que j'ai cru comprendre. Maintenant, il faut l'accord de tous les organismes de tutelle pour autoriser cette fusion, ce rachat. Pour Intel, c'est pas vraiment une bonne nouvelle. Ce qui me fait un petit peu rire, c'est que vous êtes d'accord, on est bien dans le milieu capitaliste à l'extrême. Et on a l'ancien fondateur de ARM, Herman Hauser, qui appelle au secours en disant c'est scandaleux que ARM se fasse racheter par une entreprise américaine alors que c'est une entreprise anglaise. Et donc il appelle au secours auprès de Boris Johnson en disant que c'est au gouvernement de régler cette problématique. Autre nouveauté, je ne sais pas si vous avez testé, il y a xCloud qui est maintenant dispo depuis hier, depuis hier, oui. J'ai essayé ce matin. Tu as essayé ce matin? Moi, j'ai essayé tout à l'heure, là. Je me suis fait une partie de Minecraft. Je n'avais jamais ouvert Minecraft de ma vie. Non, c'est vrai. Et ce que je trouve sympathique, c'est que justement, il n'y a pas besoin de rien installer, etc. Et au bout de 3 minutes, tu t'amuses avec un jeu qui normalement fait plusieurs gigas de données, quoi. Ouais, c'est bluffant. Ouais. Par contre, j'ai essayé moi de jouer à un jeu que tu aimes bien, Ori, sur mon téléphone. Et je vais être trop vieux, mes yeux sont pas assez bons, je sais pas, mais c'est vraiment trop petit, quoi. C'est petit, oui. C'est un lien, c'est ça là? Moi, j'ai pas de lien, peut-être Richard, ouais.
Par contre, je me demandais, Richard, est-ce que tu sais si ça marche sur si tu as une tablette Surface, par exemple? Ça, j'ai pas trouvé. Ils parlent d'Android, des téléphones et des tablettes Android. Je crois que pour l'instant, c'est que sur smartphone. Ah, d'accord. Ok. Je crois. Et la dernière nouvelle, avant de passer la main à Jérémy. T'as 2 secondes parce que là, il redémarre. Ah, d'accord. Il reboot. Alors, ça va être plus que 2 secondes. C'est le rachat de TikTok par Oracle. Voilà, j'ai pas vu ça. J'étais mort de rire sur Twitter. Il y avait des images. Piqué à MS quand même, je crois. Oui, alors ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'est pas exactement un rachat, c'est-à-dire que c'est uniquement la partie hébergement qui est pris en charge par Oracle, d'après ce que j'ai cru comprendre. Tout ce qui est code source, intelligence artificielle, etc. Le code source des algos de TikTok ne seront pas chez Oracle, ne sont pas rachetés par Oracle. C'est uniquement l'hébergement des données, a priori. Bon, ça fait... Pourquoi pas. Je pense que ça fait plutôt plaisir à Trump que son copain Ellison le sorte un peu de cette galère. Mais bon, c'est un peu surprenant. C'est un peu du n'importe quoi. Bon, de toute façon, avec Trump, on est un petit peu habitué, quoi. Ils ont juste trouvé un hébergeur, quoi. Voilà. Et on sait à quel montant ou quoi, non? Il n'y a pas de détails sur la transaction? Non, j'ai pas vu. Je crois qu'il y a eu surtout un effet d'annonce parce que Trump avait dit il fallait que pour le 15 septembre ce soit réglé. Et donc ils ont dit ça y est, c'est réglé, mais les détails sont pas encore publics, d'après ce que j'ai pu comprendre. C'était surtout MS qui était positionné officiellement en tant que racheteur de TikTok. Et c'est vraiment la semaine dernière où c'est Oracle qui a pris la position dominante. Ouais, mais je pense que Microsoft refusait s'il n'avait pas justement les algos qui étaient hébergés aussi de son côté, quoi. Ok. Ce qui me semble raisonnable. Ouais. Il y avait Walmart aussi. Il y a Jérémy qui demande de rentrer. Je ne sais pas s'il faut le laisser rentrer. Ah. Non. T'as raison de ne pas rentrer. Qui c'est qui m'a parlé tout à l'heure au propos de l'app Blazor? Que je n'ai pas vu le nom. C'était moi, là, je vais t'envoyer un message sur Slack. Ctrl F5, ça marche. Donc, c'est-à-dire lancer le projet sans debug. C'est ça, mais j'ai testé, j'arrive à avoir le debug. Bon, c'était une parenthèse. Je t'envoie un message sur Slack. Ok, ça va. Moi, je veux une photo des bisous. Hein. Oui. Je pense qu'ils vont être loin à arriver. Je ne sais pas s'ils traversent l'Atlantique pour venir au Québec. Il n'y a aucun problème. Oh là, ils vont même... Bien, écoutez, maintenant je vais me taire et je vais passer la parole à Jérémy, s'il veut. Vas-y, je vais te prendre la main. Vas-y. Tu veux bien me la donner, s'il te plaît? Bah vas-y. J'ai rien à faire. Suspense. J'ai peur. Une page de publicité. C'est que je fais fort, donc... Ah, c'est cool, j'ai plus la barre de menu. C'est Teams, t'as mis à jour? On pas dit. Ouais, c'est ça. On est dans un podcast promotion Microsoft, là, c'est ça, hein? C'est ça aujourd'hui. Ouais, la Surface qui plante, Teams qui plante, VS qui plante. D'ailleurs, on est en train de regarder, on peut l'annoncer, là, on est en train de voir pour faire un podcast DevApps sur Amazon Web Services. Ah, les temps changent, hein. Le vent tourne. Est-ce que vous voyez mon écran, là? Non, pas du tout. Parce que je n'ai pas la barre Teams qui est sortie, j'ai rien qui est affiché, c'est génial. C'est Teams. Tu veux qu'on passe sur Zoom? T'es dans la version web ou dans la version desktop? Je suis à la version desktop et j'ai l'impression qu'elle est partie totalement sucette. Il manque la moitié de l'interface. Ah là 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 là. T'as pas parlé des conteneurs qu'ils ont sortis de l'eau, Richard? J'essaie de meubler là. Oui, voilà. T'as raison. Après 2 ans, les data centers sortis de l'eau, c'est bien ça. C'est cool. Oh, c'est cool. Bon, ok. Ouais. Moi, je trouve que dans les photos qu'ils ont montrées, ils auraient pu les nettoyer avant pour montrer que c'était propre. Parce qu'ils étaient quand même dégueulasses, leurs conteneurs. Hein. Bon, ça marche.
Et après, ils ont foutu dans la merde aussi, quoi. Oui, on a déjà le retour d'expérience sur si ça a bien marché, etc. Ah ouais, justement. Ouais, ça a très bien marché, mieux que sur Terre. Ok. Et donc, ça veut dire quoi, mieux que sur Terre? Ça a fonctionné. Pourquoi mieux? Et il disait c'est le Richard qui se plaignait qu'il y avait une certaine latence sur Azure, ils vont pouvoir lui en foutre un Biarritz. Dans sa piscine directement. On a le gros tube qui connecte la plaque américaine avec l'Europe qui sort à Bilbao et ça passe par ici. Oui, ça sort à Bilbao, oui. Ouais, le problème, c'est que ça sort à Bilbao, ça va à Paris et après, ça vient à Biarritz. Alors du coup, ça va être dans les eaux internationales ou alors les eaux selon chaque pays, tout ça. Putain, j'imagine le bordel que ça va être, quoi. Et les plongeurs, ils pourront du coup aller réparer dedans, tout ça? Comment ça se passe? S'ils oublient un technicien dedans, ils font comment? Leur internet. Pensez à Jérémy qui est en train de ramer. En fait, je ne peux pas prendre la main, c'est assez bizarre. T'as des slides ou c'est... J'ai des slides et puis j'ai de quoi te montrer. Donc, des slides, à la limite, tu peux me les retourne ta caméra, fais voir ton écran. Tu veux voir le dos de l'écran? Tu prends ta caméra puis tu essaies de pas trop bouger, quoi. Tiens, au dos de la surface. C'est d'avoir le coude, bien fixe sur le bureau. D'accord. Ouais, je peux t'envoyer les slides. Ce sera plus facile. T'as pas le bouton partager? Non, il n'est pas du tout présent. Et quelle que soit l'application, en fait, desktop ou autre. Bon, allez, vas-y, donne-nous les droits. On a bien joué, là. On a bien rigolé, c'est bon. Ou sinon, tu peux essayer peut-être la version web. Essaye CTRL-SHIFT-E pour sharer ton screen. C'est le shortcut. Putain, les gars, vous touchez, hein. CTRL-SHIFT-E. Non, pas tout le monde. Non, il n'y a absolument rien qui marche. Ok. Tout est réduit. Donc là, Richard, j'ai tenté de t'envoyer les slides. Je pense que tu vas le recevoir par mail. Merde. Sinon, je peux vous parler de médiateur. Hein. Ah oui. Attends. Bon, alors, le temps que Richard expose ses mails, c'est bon? C'est bon, vous voyez? Alors, c'est plein écran ou pas? Ouais, tu peux. C'est plein écran, on voit bien là. Alors, on va causer un petit peu des Fitbit. C'est Richard qui m'a gentiment invité à en causer. Le contexte, vous savez tous qu'il y a une petite société qui s'appelle Microsoft, qui nous a laissé tomber il y a quelques années avec les Microsoft Band, qui étaient des périphériques super sympas. C'est la boîte qui fait des outils de partage d'écran, ça? Ouais, c'est la même. C'est la même, ils font plein de trucs. Ils ont fait Silverlight 2, tu sais, comme Richard a dit, il ne faut pas faire le 3. Tu attends le 3 pour l'installer. Voilà. Il n'y a pas écrit ça. Alors, Fitbit, contexte assez sympa. C'est un contexte assez sympa. Pourquoi? Parce que déjà, tout ce qu'ils fournissent, en fait, c'est fournissent sous GitHub. Que si on est développeur pro, on peut utiliser un certain nombre de packages sur NPM. Donc, ça nous permet d'avoir un contexte de dev qui est assez sympa. Richard, si tu peux passer à la slide suivante. Le contexte, il est assez sympa parce qu'on a un beau terrain de jeu, en fait. Oui, patron. Donc, en fait, Fitbit nous permet de développer sur l'ensemble des périphériques sur lesquels ils ont commencé à déployer Fitbit OS. Alors, si je ne dis pas de bêtises, ils ont commencé ça il y a 3-4 ans. Donc, aujourd'hui, sur le marché, il y a quand même 6 montres qui sont dans des prix compris entre 170 € et 300 €, qui sont aujourd'hui, on ne va pas les comparer ce qui se fait chez Apple, ce qui est chez Samsung et autres, c'est les périphériques qui sont très orientés mesure de soi, les pas, les calories brûlées, les distances, ainsi de suite. C'est des périphériques qu'on ne peut pas non plus comparer à feu Microsoft Band, puisqu'en fait, c'est des périphériques qui sont vraiment là pour nous afficher de l'information et retourner des données dans un contexte qui est plutôt sympa, c'est-à-dire que, si Richard vient de passer à la slide suivante,
on se retrouve dans un contexte, en fait, quand on fait des applications pour Fitbit, dans un contexte où un peu notre champ de bataille, c'est ça. On a le device qui va échanger avec notre mobile, et en fait, c'est le mobile qui va faire tout le gros travail d'aller chercher les choses sur Internet. Ce qui fait que nous, en tant que développeurs, c'est plutôt sympa pour les gens qui ont déjà fait un peu d'IoT. On est dans un contexte où on va se concentrer sur le fait de faire sur la montre. Sur le téléphone, on peut un peu se lâcher. On n'a un peu pas de limite, je veux dire, pour aller chercher des données sur le web. Alors quand je mets nos limites, vous allez voir un petit peu tard pourquoi je mets nos limites avec une petite étoile. Mais en gros, voilà le contexte. Le mobile va faire tout le boulot, la montre va prendre les données, va les afficher et va demander quelques interactions avec le mobile pour aller chercher les infos sur le web potentiellement. Alors Richard, tu peux nous passer à la slide suivante. Oui, attends. Si cher le slide, il peut le faire lui-même. Hein. Ouais. Alors, Christophe, tu vas être super content parce que c'est du script, c'est du Visual Studio Code si on a envie de bosser. Donc, en gros, il y a aussi du React. On est dans ce contexte où on mélange un certain nombre de technos. Pourquoi on mélange ces technos parce qu'en fait, Fitbit, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris chaque techno pour ses avantages. React va être utilisé pour faire une partie interface avec le maintien des data derrière au niveau du téléphone. La CSS et toute la partie SVG, ça va être utilisé pour interface sur le device, donc sur la montre. Et puis tout ce qui va être logique business, en fait, on va l'écrire avec du JS ou du TypeScript. Voilà, en gros, on sait avec quoi on va pouvoir être amené à jouer. Alors, je pondère un petit peu mes propos sur deux petits points. Enfin, trois, excusez-moi, je suis désolé. React, pour ceux qui sont hermétiques au React, on n'a que la partie interface, donc que du TSX. On n'a pas toute la partie et JSX, pardon, excusez-moi. On n'a pas toute la partie où on code des actions, on se fait suer à trimballer ces actions dans React. On est vraiment que sur du visuel. La partie CSS, elle est assez sympathique. Elle reste limitée à des choses simples. Vous allez typiquement pas avoir des grosses solutions pour faire des sélecteurs et appliquer des styles en cascade. Il va falloir faire un petit peu de boulot pour directement sur un contrôle indiquer directement le vrai nom de la classe que vous utilisez plutôt que chercher à faire un truc complexe. Donc la CSS est un peu réduite. Et la partie SVG, en fait, on a, comment dire, tous les éléments basiques du SVG pour dessiner sur la montre, faire des rectangles, des carrés, des arcs, des lignes, ainsi de suite. C'est un ensemble d'éléments de SVG qui ont été conservés, mais on n'a pas la totalité du SVG. Mais ça nous permet de faire une chose assez sympa, de faire les choses sur un device de manière vectorielle, ce qui est assez fun, parce qu'en fait, vous avez pu voir, il y a 6 devices différents, donc ça fait aujourd'hui 3 résolutions différentes. Donc l'SVG nous permet d'avoir une petite interface qu'on connaît une fois, puis qu'on va utiliser un petit peu partout. Voilà. Est-ce que Richard, tu peux nous passer le prochain slide, s'il te plaît? Alors, maintenant, pour bosser, on a deux environnements qui sont totalement différents, c'est pour ça que j'ai fait une petite ligne au milieu. L'environnement du haut, c'est vous prenez votre navigateur, celui que vous voulez. Aujourd'hui, tous les navigateurs du marché peuvent être utilisés, et vous allez utiliser une solution que vous appelez Fitbit Studio. En fait, c'est un site web hébergé par Fitbit qui va nous permettre de faire des manipulations tant de code, tant de designer, ainsi de suite, et ça va nous permettre ensuite de pousser nos applications sur une montre ou sur le simulateur, parce que Fitbit nous permet de travailler sur deux outils. Un simulateur, qui est une application qu'on installe sur son PC, ou le device sur lequel on va pousser les montres. Alors, encore une fois, je pondère un petit peu, on ne va pas pouvoir faire du debug à proprement parler sur la montre. Pour ça, on va utiliser le simulateur, puisqu'en fait, sur la montre, on n'a aucune sortie console. Donc tout ce qui va être débugage va être franchement réduit. Le deuxième environnement sur lequel on peut bosser, qui est moi l'environnement que je préfère, c'est du VS Code. Donc pour ceux qui sont allergiques, voilà, si vous voulez faire du Fitbit, c'est quand même l'environnement le plus sympa. On va l'utiliser avec des modules et donc des packages tirés de NPM. Alors les gens de chez Fitbit ne sont pas du tout hermétiques, donc
vous allez pouvoir prendre vos packages d'un peu partout. La seule vraie contrainte, vu qu'on nous demande à faire des applications les plus légères possibles sur la montre, c'est d'utiliser dans la mesure du possible des packages qui respectent les MassScript 6. Pourquoi? Ça va être au niveau de la mise en bundle, en fait, c'est pas nous qui nous en occupons. C'est toute la partie CLI et SDK de Fitbit qui font le boulot. Ça c'est nouveau, la possibilité de travailler avec Visual Studio Code, parce que moi j'avais vu au moment de la sortie du premier SDK, on était obligé de passer par le site web. Ah non, c'est très vieux. C'est très vieux, en fait. Mais c'est un truc sur lequel ils avaient fait une communication en 2 parties. Quand on va sur leur site, d'ailleurs, ils ont toujours conservé la communication en 2 parties. Il y a vraiment cette présentation de Fitbit Studio. Et puis, il y a le petit lien qui est tout en bas, qui est un petit peu perdu pour aller plus loin, et qui finalement nous oriente sur une page complète où on explique comment on peut travailler avec Visual Studio Code. Ouais, je n'avais pas été en bas. Ouais, mais il fallait vraiment avoir envie. Hein. C'est vraiment tout en bas, il faut passer des pages. De premier abord, il ne donnait pas spécialement l'orientation à Visual Studio Code. Eux, ils conseillent Visual Studio Code, pourquoi? Parce que la plupart des développeurs, ils aiment beaucoup, mais on peut utiliser n'importe quel éditeur. Pourquoi on peut utiliser n'importe quel éditeur? Parce qu'en fait, on est vraiment en situation simple. Hein. On installe Node sur son poste, et on va l'utiliser pour récupérer le SDK de Fitbit, la CLI, et à partir du moment où on a récupéré ces 2 éléments, on va pouvoir lancer toutes les commandes liées à la CLI pour, et d'une, se connecter au simulateur, et de 2, pouvoir lancer tout ce qui est compilation et déploiement. Voilà. Donc, c'est des choses qu'ils fournissaient déjà avant sur leur partie en ligne. Alors, j'avais marqué effectivement sur la partie test, simulateur et montre. Christophe, tu vas être content. Test unitaire, c'est pas trop, comment dire, on peut pas trop. Hein. On a un peu bloqué. Ça fait pas très pro, mais on a un petit peu bloqué niveau test unitaire. Moi, ça marche. Ouais, ça marche. Tant que ça marche, ouais. Honnêtement, aujourd'hui, on est dans une phase où Fitbit est en train de nous faire essuyer les plâtres, puisqu'ils ont sorti, ils ont annoncé la sortie de 2 montres qui doivent arriver sur début octobre. Avec les 2 montres qui seront supportées en plus, on se retrouve dans une situation où ils vont sortir un nouveau SDK. Mais il se trouve qu'entre-temps, en termes de timing, ils ont eu un timing très serré. C'est qu'ils ont décidé de respecter une préco de l'Organisme mondial de la santé, qui est de dire qu'au niveau de l'activité physique, il faut arrêter de juste mesurer des durées d'exercice. Les gens qui font un exercice pendant 5 minutes, qui en font un exercice pendant un autre. L'OMS a dit, il y a une mesure qui est sympa, qui est de prendre les durées pendant lesquelles la fréquence cardiaque est à certains niveaux. Donc Fitbit nous permet de paramétrer 3 niveaux de fréquence cardiaque. Et en fait, en fonction de notre activité, on va avoir une pondération si on est dans telle ou telle zone d'activité cardiaque. Et donc, on a un nouveau compteur qui nous permet justement de remonter ce qu'ils appellent les... Alors, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça en français. C'est les minutes en zone d'activité, si on pourrait traduire ça comme ça. Donc, 10 minutes en zone d'activité, plus ou moins intense. Voilà. Donc, ils ont un premier SDK qui vient de sortir. Il est tout frais, hein, il a 4 jours. Et ils en ressortent un prochain pour la sortie des nouveaux devices. Et puis, vu que c'est plus sympa, ils ont sorti un nouveau simulateur. Donc, on est vraiment en phase de plâtre, un peu comme Teams, d'ailleurs, où en fait, le simulateur, il est un petit peu bancal. J'aimerais bien pouvoir vous montrer 2-3 trucs. Le problème, c'est que sans avoir la main, c'est pas évident. Malheureusement, je vais être un petit peu bloqué là en termes de présentation. Au niveau dev, qu'est-ce qu'on peut dire? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez des questions côté dev? Parce que finalement, ça viendront les réponses. Et puis, en gros, je veux dire, un exemple bête et méchant, c'est quelles sont les possibilités des applications, qu'est-ce qu'on peut faire avec les applications? Est-ce que, par exemple, on peut imaginer que l'application va se connecter à un site web pour récupérer des API qui sont distantes? Alors, tout à fait. Alors, si tu reviens 2 ou 3 slides en avant, on est pile poil dans le contexte, encore un petit slide. Voilà, on est pile poil dans le contexte où, en fait, on va pouvoir, au niveau du device, lancer un certain nombre de demandes que le mobile va exécuter pour nous. Donc, typiquement, tu veux consulter une API quelconque, ton service, je ne sais pas, un service boursier, par exemple, tu vas pouvoir interroger le service boursier. Le téléphone va récupérer les données, de préférence va les transformer pour les traiter et les fournir au device.
Et donc, le device va pouvoir afficher effectivement tout ce qui va être activité bancaire, si tu as utilisé un API pour des activités bancaires. Du coup, ça t'oblige à te connecter à ton mobile tout le temps. Alors, ça ne t'oblige pas à te connecter à ton mobile tout le temps. Le mobile, il a deux possibilités. La première, c'est avec un système de socket, donc ta montre va effectivement faire des demandes au mobile. Et ils ont mis un deuxième système qui est un système moi j'appellerais ça plutôt une boîte mail, où en fait on envoie et on reçoit des fichiers. Et le principe, c'est que chaque tiers, donc entre la montre et le mobile, va pousser ces fichiers et l'autre tiers en fait va les gérer quand il sera en mesure de le faire, quand il aura le temps ou quand il sera actif. Donc typiquement, ça peut te permettre de pousser des choses vers ta montre, et puis quand la personne lancera l'application, elle aura les données fraîches qu'aura poussé le téléphone, typiquement. Et est-ce que tu as accès aux données de la montre? C'est-à-dire, par exemple, est-ce que tu peux savoir le nombre de pas que l'utilisateur a fait? Alors, voilà, c'est ce que j'aurais aimé vous montrer, malheureusement je ne peux pas. Tu as accès en termes de mesures à tout ce qui est mesure physique de l'utilisateur. Typiquement, ça représente ses pas qu'il a fait dans la journée. Tu vas avoir la possibilité d'avoir le total aussi de sa distance parcourue. Tu vas avoir ses calories qu'il a brûlées dans la journée. Tu vas avoir ses minutes en zone d'activité cardiaque. Et tu vas avoir, en fonction du matériel, parce que certains devices ne l'ont pas, la possibilité de savoir le nombre d'étages que la personne a monté dans la journée. Et en plus, c'est assez récent, ils vont nous permettre très prochainement de faire des mesures de tout ce qu'on appelle le SPO2. Donc c'est des choses qu'on va voir très prochainement, qui ouvrent sur invitation. Pour l'instant, ils n'ont pas encore formalisé la chose, mais on pense que ça va être sur invitation, puisque dès qu'il y a une nouvelle fonctionnalité, en fait, ils invitent les développeurs, un certain nombre de développeurs, à tester pour voir comment ça s'implémente et comment ça marche. On a aussi la possibilité d'avoir des infos sur le sommeil de la personne, ce qui est assez sympa. Tu as la possibilité d'avoir un petit indice avec une notation, la qualité du sommeil, donc on peut afficher. Le truc qui est sympa, c'est que ça, c'est des informations de base, mais nous, rien ne nous empêche en fait d'utiliser nos propres API avec d'autres sources si l'utilisateur utilise d'autres outils. Et typiquement, aller sur Internet, taper une API, récupérer la donnée et l'afficher sur la montre. D'accord. Et est-ce que tu peux imaginer des interactions avec le téléphone, justement, du genre, tu analyses pendant la nuit, tu vois comment la personne dort, et puis si elle se réveille, tu fais jouer une musique, je dis n'importe quoi, tu fais jouer une musique sur le téléphone? Alors, pour l'instant, ça ne fait pas partie des choses qui sont possibles, parce qu'au niveau du device, il fait plus, enfin le mobile, on va dire, fait plus aujourd'hui office de passe-plat. D'accord. Tu t'en serviras pas pour demander une interaction à l'utilisateur sur le mobile. Et par exemple, les données GPS du téléphone? Les données GPS du téléphone, tu les récupères, c'est ce qui permet par exemple de faire de la météo et d'aller interroger une API météo quelconque pour dire je récupère la météo de ma localisation, parce que toutes les montres n'ont pas de GPS. Ouais. Donc le mobile fait la différence, quoi. Il fournit ses capacités à lui. Alors, moi je pensais par exemple à une application de golf, au hasard. Alors je crois même qu'il y a déjà des applications de golf. Il faudrait se regarder. Ils ont un truc assez sympa, c'est qu'ils nous fournissent à nous la possibilité de faire des applications, mais eux-mêmes en fournissent déjà un certain nombre. Ça nous permet d'avoir des trucs assez sympathiques. Au niveau des applications, si on veut faire le tour, pour nous en tant que développeurs, contrairement à du Apple, par exemple, quand on parle d'applications chez Fitbit, on va avoir deux types d'applications. On va avoir l'application, ce qu'ils appellent la clock face, en gros, qui va être l'interface qui s'affichera à défaut sur notre montre, ce qui est assez sympa. Donc on choisit complètement, on peut fournir pour l'utilisateur des designs. Et on a l'autre type qui est vraiment une application où la personne va sur sa montre dans le tiroir d'application et lance notre application. Donc ça permet vraiment de fournir à l'utilisateur des expériences très, très sympas, très, très ludiques, parce qu'on n'a pas juste l'application. Parce que juste l'application, ça demande quand même de la fidélisation de l'utilisateur, de fournir une application qui lui est vraiment utile. Le côté fournir les montres en plus, ces interfaces de montres, c'est assez ludique. Moi je l'ai fait pourquoi
j'ai toujours un intérêt pour l'accessibilité. Donc, j'ai fourni toute une batterie de montres qui sont fournies pour la dyslexie. Et tout ce qui est un petit peu presbytie, parce que j'ai certains utilisateurs qui sont super contents, parce qu'ils me disent j'ai enfin une montre où je peux lire l'heure, quoi. Voilà, c'est. Et dernière chose, parce que là je vois il est 18h01. Comme moi je suis près de mes sous, est-ce qu'il y a moyen de monétiser ou... Ouais, il y a moyen de monétiser. Alors moi je fais tout gratuitement, mais il y a des gens qui monétisent. Qui apparemment ça marche plutôt bien. Ils font les montres à quelques euros, quelques dollars, et ça marche très très bien. Ça marche apparemment sur le plan financier très bien. Moi je trouve qu'au niveau utilisateur, c'est assez surprenant de voir l'implication des utilisateurs, parce que moi c'est l'environnement sur lequel j'ai plus de retours utilisateurs. C'est-à-dire que les gens envoient des mails toutes les semaines, j'ai des gens qui remercient pour telle ou telle fonctionnalité qui vient d'arriver sur la montre, qui trouvent super sympa. Telle ou telle évolution qui leur permet d'avoir une vie un peu plus sympathique, parce que vraiment, je me suis orienté sur l'accessibilité, donc on a des utilisateurs qui sont assez, assez exceptionnels, parce que dès qu'ils ont un petit problème, dès qu'il y a un petit truc qui ne va pas, ils me demandent gentiment, en plus très poliment, est-ce que vous ne pourriez pas grossir tel truc ou tel autre, j'ai l'impression que ça ne va pas, ça se superpose, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Et moi, à l'origine, j'avais fait qu'une montre, mais pour un besoin comme ça, un POC, pour dire, ça y est, on peut fournir un truc accessible. Et puis en fait, ça s'est multiplié. Je crois qu'aujourd'hui, sur le store, j'en ai 8. Alors qu'initialement, je n'en ai fait qu'une. Mais à force de répondre à des besoins, j'avais aucune idée de design, hein, mais les besoins sont tellement cumulés que finalement, ça a fait sortir des designs les uns après les autres. Ok. Et donc, c'est le store de Fitbit, c'est ça? Alors, c'est ce qu'ils appellent la Fitbit App Gallery, qui est un site sur lequel, en fait, ça lui permet de télécharger les différentes applications. Et on peut y accéder à cette Fitbit App Gallery hors... Ouais. Pour donner des idées, moi je vais sortir des liens. Alors du coup, ton application, quand tu l'as sur les 6 devices, elle est compatible pour tel ou tel device. À chaque fois, tu as des caractéristiques. Ouais, en tant que développeur, tu choisis si tu rends accessible pour tous les devices. Mais on va dire, tu as un travail, enfin, quand tu es développeur professionnel, hein, j'entends, qui est assez simple à faire, puisque en gros, tu peux établir un fichier d'interface pour dire je fournis l'interface pour telle montre et telle montre. À chaque fois, c'est des résolutions. Donc, tu choisis la résolution 300 par 300, l'autre, c'est 340 par 200 et quelques. Enfin, voilà, une fois que tu as fourni ces éléments-là, tu dis ça fonctionnera pour tel device, ça va très vite. Honnêtement, l'adaptation, là, moi, j'attends d'avoir les tailles des nouveaux devices là, qui sont en train de sortir. Ça permet d'avoir des trucs assez sympas, quoi. C'est pas compliqué à faire. Voilà, je vais mettre le lien dans la partie chat. Ton application, elle est vérifiée par Fitbit avant d'être sur le store, je présume. Tu as Alors, c'est validé par Fitbit. Ils ont une validation, un process de validation qui est assez rapide, enfin, je trouve. Hein. Moi, j'en pousse régulièrement. Quand je pousse des modifications, j'ai au moins une validation par jour. Ah oui. Ils fonctionnent sur un process qui est très simple, parce qu'ils ont été engorgés une époque. Donc aujourd'hui, le principe, c'est qu'ils prennent les packages qui leur sont proposés, et tous les jours, plutôt que de prendre les packages au fur et à mesure qu'ils arrivent, ils les prennent par développeur. Ils prennent le dernier package arrivé du développeur, ils le gèrent, et après, ils passent au développeur suivant. Ce qui fait que si dans une même journée, on a poussé 4-5 packages, peut-être que notre deuxième et notre troisième passeront, mais ça veut dire qu'ils ont déjà géré tous les autres développeurs qui avaient poussé leur premier package. C'est assez sympa, ça évite l'engorgement. Et puis, faut pas se leurrer, hein, c'est tellement sympa à faire qu'on a beaucoup de développeurs qui poussent beaucoup de designs très, très similaires, parce qu'ils ont compris qu'il y a une petite monétisation qui marchait pas mal. Donc, ils poussent des fois beaucoup de montres. Donc, Fitbit a un peu calmé le jeu. Oui, moi je vois, c'était sur la Samsung Watch. Tu as 99% des applications, c'est des faces. Ouais. Sur une Fitbit hors développement, comment ça fonctionne le mélange d'applications? On peut avoir plusieurs applications, comme sur la Microsoft Band, on avait des tuiles et puis on checkait tel truc. Là, ça se passe comment? Ça se passe de la même manière. Donc là, malheureusement, je ne peux pas te montrer sur le simulateur, mais tu as ton écran d'accueil sur lequel tu as la clock face qui tourne. Donc imaginons que ce soit la tienne, donc elle va tourner en permanence. Et l'utilisateur va pouvoir swiper sur la droite et avoir sa galerie d'applications. D'accord. Et pouvoir effectivement voir les différentes icônes. Donc à chaque fois, ça te permet d'avoir 4 icônes sur l'écran en même temps.
Et par contre, c'est qu'une application à la fois. Hein. Vu la taille de l'écran, c'est un peu logique. Okay. Bien, ben, écoute, merci pour cette présentation, merci pour ton partage d'écran. Ouais, j'aurais mis un peu plus, malheureusement. Désolé, problème technique. Et écoutez, on va se retrouver la semaine prochaine. Au menu la semaine prochaine, on aura une discussion autour de Mediator, c'est ça, Denis? Mediator, oui, pardon, excuse-moi. C'est pas un cachet, ça, pour les vieux? Je sais pas. Peut-être. Et il y a aussi Damien, je crois, qui voulait nous parler de l'injection dans .NET Core. Donc on verra si on a le temps de faire tout à la fois. Mais écoutez, bonne semaine, portez-vous bien et à mercredi prochain. Ciao. Salut. Salut.